Voilà. Donc, bonjour à tous et bienvenue à cette conférence. Aujourd'hui, vous allez écouter Jean-François Colonna, qui est chercheur au Centre de mathématiques appliquées de l'École polytechnique. La présentation sera sur le thème des mathématiques et de leur rapport à la science et à l'industrie. Si des questions vous viennent au fil de la présentation, vous pouvez les mettre dans l'onglet Q&A ou Q&R, qui se trouve à la droite de votre écran, et on y reviendra à la fin. Et si vous souhaitez plutôt interagir avec le professeur au fil de la conférence, le mieux c'est d'utiliser l'onglet Chat, qui est aussi à droite de votre écran. À la fin de l'heure, je vous mettrai comme d'habitude un lien vers un questionnaire à remplir pour avoir vos retours sur la conférence. Et je vais maintenant vous laisser avec la présentation. Merci à tous. Bien, bonjour. Donc c'est a priori la deuxième fois que vous me voyez et il y aura encore a priori 2 présentations la semaine prochaine. Et mes 4 présentations forment en quelque sorte un feuilleton sur les mathématiques. Le thème général étant à quoi servent et que sont les mathématiques. Alors je rappelle que la semaine dernière, pour ceux qui étaient présents, nous avons parlé de l'inutilité apparente des mathématiques. Parce que c'est vrai que les grands sujets de recherche aujourd'hui en mathématiques sont des sujets qui paraissent extrêmement formels, incompréhensibles et dont l'utilité n'est pas du tout évidente. Alors ce que j'ai montré quand même, c'est que de temps en temps, une application concrète pouvait apparaître. Et nous avons vu, en relatant les aventures du grand théorème de Fermat, nous avons vu qu'une application à la cryptographie avait trouvé sa place à la fin du XXe siècle. Mais il faut reconnaître les choses telles qu'elles sont. C'est quand même assez rare que des applications significatives soient issues des mathématiques pures. Alors c'est pour ça que nous allons parler aujourd'hui des mathématiques appliquées. Et je rappelle à ce propos qu'à l'École polytechnique, parmi les 20 et quelques laboratoires du centre de recherche, il y a d'une part un laboratoire de mathématiques pures, donc qui fait référence à ce que j'ai évoqué lors du premier épisode, et puis un autre laboratoire, celui dans lequel je suis, qui s'appelle tout naturellement laboratoire de mathématiques appliquées, et dans lequel justement on essaye de voir un petit peu quelles sont les applications possibles des mathématiques, applications à la science et à la physique en particulier, et à l'industrie. Alors, si vous voulez, nous allons commencer d'abord en rappelant ce que c'est que d'être un physicien. Être un physicien, eh bien, c'est à la fois observer et mesurer l'univers. Alors quand je dis l'univers, ça peut être effectivement l'univers dans son intégralité, les galaxies lointaines, etc. Mais ça peut être des sujets beaucoup plus limités, comme nous le verrons tout à l'heure, l'érosion des côtes, la formation des nuages, etc., etc. Notez aussi dès à présent que observer et mesurer l'univers, ça n'est pas nécessairement quelque chose de très simple. Autant c'est assez facile de regarder par exemple des nuages, autant il est difficile d'observer les galaxies lointaines et encore plus finalement de mesurer certaines de leurs caractéristiques comme leur masse, leur population, etc., etc. Donc faire de la physique, regarder, mesurer, c'est quelque chose de très difficile. Mais ce que l'on peut dire, c'est que très certainement, le sens de la vision est à l'origine de notre curiosité scientifique. Parce qu'effectivement, avec nos yeux, eh bien, nous regardons et nous observons. Nous observons quoi? Eh bien, nous observons que l'univers n'est pas complètement chaotique. Il y a des régularités, par exemple l'alternance du jour et de la nuit, des symétries, des invariances, etc. Et d'ailleurs, on peut se poser la question de savoir quelle serait notre science et notre physique en particulier si nous n'avions pas le sens de la vision. Est-ce que si nous n'avions par exemple que le toucher et l'ouïe, est-ce qu'on pourrait imaginer les étoiles, la lune, le ciel, les nuages, etc. Ça me paraît pas évident du tout. Alors, l'acte premier et fondamental du physicien, eh bien donc, c'est la mesure. Et comme je le disais tout à l'heure, la mesure, ça peut être facile. Mesurer, par exemple, les dimensions de cette table, de cet ordinateur, etc., ce sont des choses faciles. Mais mesurer le poids du Soleil, le poids d'une galaxie, c'est beaucoup plus difficile. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'on peut dire du physicien? Eh bien, c'est un explorateur de l'univers, du multivers. Multivers, tout simplement parce qu'aujourd'hui, les grandes théories les plus avancées en physique laissent entendre que notre univers ne serait pas unique, mais serait multiple à l'intérieur d'une grande structure qu'on appelle multivers, qui contiendrait éventuellement une infinité d'univers. Bon, ça, si vous êtes intéressé tout à l'heure, lors des questions, je pourrais vous justifier ce besoin finalement de multivers.
Alors, regardons un petit peu la physique aujourd'hui. Et je rappelle ce que j'avais dit la semaine dernière, c'est que une de mes spécialités dans notre laboratoire, c'est justement l'image, la mise en image des mathématiques, la mise en image de la physique. Et donc, toutes les images que je vais vous présenter aujourd'hui et puis les 2 fois prochaines, ce sont des images que j'ai obtenues et je dirai dans les minutes qui viennent un petit peu comment elles ont été obtenues. Alors le physicien aujourd'hui, les physiciens, eh bien, ils vont, si on s'intéresse uniquement à l'univers observable, ils vont en gros de 10 puissance 26 mètres et on regarde un petit peu quelles sont les grandes structures de l'univers. Chaque petite boule que vous voyez sur cet écran, eh bien, ce sont des galaxies et on peut voir sur ce modèle simpliste que les galaxies eh bien, se retrouvent plutôt sur des filaments, des membranes, etc. Il y a une structure, la disposition des galaxies dans l'univers n'est pas aléatoire. Les physiciens bien, vont s'intéresser, par exemple, aux étoiles. Comment est-ce que les étoiles naissent? Comment est-ce que les étoiles produisent leur énergie? Comment est-ce que l'énergie produite par les étoiles nous arrive? Et en particulier, comment l'énergie produite par le Soleil nous arrive? Les physiciens s'intéressent au système planétaire. Comment est-ce que les planètes gravitent autour des étoiles, mais aussi comment elles sont formées, etc., etc. Les physiciens s'intéressent, comme je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, aux nuages, à l'érosion des côtes, nous en reparlerons dans un instant, à la vie, donc à la structure de l'ADN, à la forme des coquillages. Tout ça sont des problèmes de la physique et des problèmes très intéressants, évidemment. Ils s'intéressent aussi à des structures plus microscopiques, s'intéressent évidemment à la structure de l'atome, à la structure et aux particules élémentaires. Et puis, aujourd'hui, la physique, elle a une limite qui est celle que l'on appelle l'échelle de Planck, c'est-à-dire 10-35 mètres, mais aussi 10-43 secondes. Et si vous regardez attentivement ce qui est écrit actuellement sur l'écran, vous voyez que l'étude des atomes et des particules élémentaires s'arrête en gros à 10-19 mètres. Et cette fameuse échelle de Planck que j'évoquais il y a 30 secondes, elle est à 10-35 mètres. Et vous voyez qu'il y a entre 10-19 mètres et 10-35 mètres 16 ordres de grandeur. Et ces 16 ordres de grandeur, il est assez peu probable que l'on puisse les combler avec des expériences naturelles. Qu'est-ce que c'est qu'une expérience naturelle? Quand on fait de la physique des particules, qu'on s'intéresse à la structure des particules élémentaires, hein, qu'est-ce que c'est qu'un neutron, un proton, un électron, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on casse des particules, c'est-à-dire qu'on provoque des collisions dans ce qu'on appelle des accélérateurs de particules. On projette ces particules à des vitesses proches de celles de la lumière. Et pour ce faire, il faut mettre en œuvre des énergies colossales. À titre d'exemple, le LHC, qui est le plus gros accélérateur de particules du monde, qui est situé à Genève sous la frontière entre la France et la Suisse, eh bien, c'est une machine qui fait 27 km de circonférence. Les 4 appareils de mesure principaux pèsent environ 10 000 tonnes chacun. Et donc, avec ces microscopes, si l'on peut dire, extraordinaires, extraordinairement complexes, extraordinairement chers, on n'atteint que 10-19 mètres. Et donc, il est assez peu probable qu'on puisse modifier ces machines de manière raisonnable, économiquement raisonnable en particulier, pour atteindre et combler ces 16 ordres de grandeur. Et si vous voulez, l'espoir que l'on peut avoir aujourd'hui, c'est que les mathématiques puissent nous permettre de combler cet espace de 16 ordres de grandeur. Et c'est pour ça que finalement, je considère, moi, les mathématiques comme un instrument d'optique sur l'univers. C'est pour ça qu'un des sous-titres de ces exposés, c'est les mathématiques, une fenêtre ouverte sur l'univers. Et de fait, nous allons voir dans quelques instants que grâce aux mathématiques, on peut faire des progrès absolument considérables et des découvertes tout bonnement inimaginables. Alors, regardons un petit peu ce que sont les mathématiques. La semaine dernière, j'avais présenté les mathématiques comme étant un système formel dans lequel on se donnait des règles, des alphabets, des choses comme ça. On se donnait des actions et à partir de là, on construisait tout un édifice d'une manière formelle, mais aussi un petit peu ludique finalement. C'est-à-dire que j'avais présenté les mathématiques comme un simple et inutile point d'interrogation, jeu de l'esprit. Donc ça, c'est une présentation possible des mathématiques, mais aujourd'hui, comme je veux montrer les applications concrètes des mathématiques, je vais vous donner finalement d'autres définitions complémentaires des mathématiques. Première définition qu'on peut donner, c'est les mathématiques forment un ensemble d'analogies. C'est-à-dire que
le physicien va étudier un certain système et va se rendre compte que certaines formules mathématiques, que certaines équations vont avoir le même comportement que le système étudié. Je vous en donne un exemple que je détaillerai beaucoup plus la semaine prochaine. Voici un exemple de l'étude de l'érosion des côtes grâce à ce que l'on appelle la géométrie fractale. Le modèle qui est derrière finalement cette image qui peut vous paraître très compliquée est d'une très grande simplicité. Ce modèle dit que, en gros, la force d'attaque des vagues est inversement proportionnelle à la longueur des côtes. Donc on va dire F égale A sur L, si vous voulez. Vous imaginez bien qu'en réalité, le travail de la mer sur les côtes est d'une grande complexité, fait appel à des domaines complètement divers et variés de la physique, comme la mécanique des fluides en particulier. Et donc, ce modèle extrêmement simple, donc F égale A sur L, permet de décrire malgré tout, de manière analogique, l'érosion des côtes. Et je dis bien analogique parce que le résultat qu'on obtient ressemble à la réalité, sans en prendre en compte toutes les subtilités. Deuxième définition possible des mathématiques, c'est les mathématiques sont un outil de compression de mesure. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Tout de suite, je vais vous donner un exemple. On fait de la photo numérique aujourd'hui. Et vous savez très certainement que dans les appareils photo, dans les téléphones portables, dans les ordinateurs, les images sont en général stockées dans un format qu'on appelle le JPEG. C'est-à-dire qu'on est capable de, ayant capté les pixels composant une image, on est capable de réduire le nombre de pixels tout en conservant la qualité subjective de l'image, capable de réduire la quantité d'informations nécessaires pour la décrire finalement. Si les images naturelles, si ce que l'on voyait de l'univers, c'était ce que je vous voyais sur l'écran actuellement, c'est-à-dire de l'aléatoire, on ne serait pas comprimé. Mais comme en fait, nous voyons des choses régulières, symétriques, des invariances, etc., eh bien, nous pouvons comprimer l'information, comprimer nos observations, et c'est l'objet des mathématiques. Alors, je vous donne un exemple concret, celui de la mécanique céleste, mais on aura l'occasion d'y revenir dans quelques instants. Bon, vous savez que du temps de Copernic, Tycho Brahe, etc., on a aperçu le fait que les trajectoires des planètes, autour du Soleil en particulier, étaient de nature elliptique. Alors, effectivement, donc je mesure dans le ciel les positions en X, Y, Z au cours du temps. Et puis, par exemple, je fais un dessin comme celui qui apparaît sur l'écran actuellement. Et puis, en regardant ce dessin, je me dis, tiens, les planètes semblent être sur une ellipse. Et donc, j'ai la possibilité de comprimer l'ensemble de mes mesures, X, Y, Z au cours du temps, en une seule équation, l'équation d'une ellipse que l'on voit ici, qui nous dit que X sur A au carré plus Y sur B au carré est égal à 1, qui est l'équation planaire d'une ellipse. Et donc, vous voyez, j'ai remplacé comme ça des milliers, voire des millions de mesures de position par une seule équation. Et si cette équation correspond à la réalité du phénomène, eh bien, je pourrais calculer la position de ma planète à des instants, même n'observant pas cette planète dans le ciel. Donc, voilà une autre définition des mathématiques, c'est un outil de compression de mesure. Alors maintenant, on va adopter encore un autre point de vue, qui est le point de vue de Galilée. Pour Galilée, les mathématiques, c'était tout simplement le langage de l'univers. C'est-à-dire que l'univers, ses lois étaient écrites dans un certain langage. Nous, pour parler de manière naturelle, nous utilisons les langues naturelles, le français, l'anglais, le chinois, etc. L'univers, lui, parle les mathématiques. Et si l'on veut comprendre l'univers, si l'on veut pouvoir dialoguer avec lui, l'exploiter, voire le surexploiter, eh bien, il est nécessaire que l'on parle sa langue, ce sont les mathématiques. Alors, il faut quand même aussi voir que, entre le temps de Galilée, c'est-à-dire le XVIe, XVIIe siècle, les mathématiques ont beaucoup évolué. Regardons un petit peu ce qu'étaient les mathématiques du temps de Galilée. Là. Donc, ce schéma nous montre une illustration de la chute des corps quand on ne prend pas en compte l'interaction des corps avec l'air, c'est-à-dire le freinage aérodynamique. Eh bien, vous savez que Galilée, avec des expériences qu'il a faites en particulier sur la tour de Pise, eh bien, avait mis en évidence que la distance parcourue, Z, était proportionnelle au carré du temps écoulé depuis le début de la chute. Z égale 1,5 GTD. Alors ça, ce sont les mathématiques simples, finalement, puisque ce sont des mathématiques qu'on pratique au collège et au lycée. Ce sont des mathématiques simples qui se faisaient du temps de Galilée.
Mais voilà, là, on est au XVIe, XVIIe siècle, et aujourd'hui, les mathématiques sont beaucoup plus compliquées, j'allais dire beaucoup plus, malheureusement beaucoup plus compliquées, parce que voici un exemple d'un article écrit par un des plus grands mathématiciens français et même mondiaux, Alain Caunes. Cet article parle un petit peu des interactions fondamentales, les trois premières interactions, c'est-à-dire l'interaction électromagnétique, l'interaction faible et l'interaction forte. Et voilà la formule mathématique qui décrit l'ensemble de ces interactions. Et vous verrez que cette formule, voilà, elle occupe plus d'une page d'écran. Et pour la petite histoire, il faut savoir que un petit peu après cette formule, Alain Caunes rajoute un petit peu avec humour que cette formule est simplifiée parce qu'en réalité, elle devrait être beaucoup plus compliquée. Enfin, donc, vous voyez que entre le XVIe, XVIIe siècle et aujourd'hui, les mathématiques se sont compliquées et donc c'est devenu de plus en plus difficile de pratiquer les mathématiques dans le cadre de la physique et en particulier. Alors, les mathématiques, ben, ça pourrait être finalement un petit peu tout ça. Ça pourrait être à la fois un jeu, et oui, c'est un jeu, puisqu'on a vu ces problèmes que j'ai posés l'autre jour, comme les deux premiers jumeaux, l'hypothèse du continu, etc. C'est un ensemble d'analogies qu'on reverra avec la géométrie fractale, c'est un outil de compression de mesure, c'est le langage de l'univers, c'est vrai, parce que finalement, les mathématiques, elles décrivent très très bien ce que l'on observe. Donc ça peut être un peu tout cela à la fois. Mais il y a une autre optique qu'on pourrait voir, alors je vais sauter celle-là, je vais directement arriver sur le point numéro 7, c'est que les mathématiques, ça pourrait être finalement la réalité. Ça peut vous paraître extrêmement choquant, mais il faut savoir une chose, c'est que on a beau faire beaucoup de physique et de mathématiques aujourd'hui, mais finalement on sait très peu de choses. On ne sait pas, par exemple, ce que c'est que le temps et l'espace. On ne sait pas ce que c'est que l'énergie, on ne sait pas ce que c'est que les particules, etc. On a de très bonnes descriptions mathématiques, mais on ne sait pas ce que c'est qu'en réalité. D'accord? Eh bien, pour certains chercheurs, comme Max Tegmark, qui travaille au MIT aux États-Unis, eh bien, les mathématiques pourraient être la réalité elle-même. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais faire une analogie. J'aime bien faire des analogies parce que ça permet finalement de comprendre souvent des choses assez compliquées. Finalement, aujourd'hui, dans nos ordinateurs, et j'imagine que vous, collégiens et lycéens, vous voyez de quoi je parle, dans nos ordinateurs, nous avons des jeux vidéo. Et les jeux vidéo, aujourd'hui, ont atteint une complexité visuelle exceptionnelle, mais une complexité aussi dans le domaine de l'interaction entre les différents personnages virtuels qui sont dans ces jeux. À titre d'exemple, je vous rappelle que dans les scènes de bataille du Seigneur des Anneaux, par exemple, eh bien, tous ces monstres que l'on voit évoluer sur les champs de bataille, qui sont des milliers et des milliers, ce sont en fait des acteurs virtuels qui n'existaient à l'époque que dans la mémoire des ordinateurs de la société de production, et que ces entités avaient finalement une certaine intelligence locale qui leur permettait de savoir où elles étaient, et qui était en face d'eux, un ami ou un ennemi, et en fonction de cela, de savoir ce qu'il fallait en faire. Eh bien, nous pourrions imaginer que nous-mêmes, finalement, nous sommes des personnages virtuels qui évoluons, qui sont nés finalement de la réalité des mathématiques, et cette réalité ne serait que mathématique. Bon, tout ça, c'est difficile à saisir, j'en conviens, mais c'est surtout très difficile de savoir quelle est la bonne réponse. Moi, en tout cas, il y a une remarque que l'on peut faire, c'est que il semble assez évident, de par les mesures que l'on sait faire, par exemple sur les étoiles, les galaxies lointaines, etc., il est à peu près sûr que la physique, elle est la même aux quatre coins de l'univers. Si on peut parler de coins, évidemment, sur l'univers. On le sait parce qu'on sait mesurer les spectres optiques et dans d'autres longueurs d'onde, des étoiles en particulier, et on se rend compte que les grandes constantes fondamentales, les lois qu'on a mises en évidence sur la Terre, eh bien, semblent être tout à fait les mêmes à des milliards d'années-lumière d'ici. Mais une question importante, et qui va nous permettre d'aborder une question qui avait été posée la semaine dernière, c'est est-ce que les mathématiques sont aussi les mêmes aux quatre coins de l'univers? Et effectivement, la question qui avait été posée l'autre jour par l'un d'entre vous, et j'espère que celui-ci ou celle-ci est présent, c'était de savoir si les mathématiques, elles étaient créées ou si elles étaient finalement découvertes. Et finalement, la question, c'est de savoir est-ce que le mathématicien est un créateur ou bien est-ce que le mathématicien est un explorateur ou bien pourquoi pas les deux à la fois. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette question? Est-ce que le mathématicien est créateur ou explorateur? Là aussi, je vais faire une analogie.
l'Amérique du Nord, elle existe indépendamment de l'homme. La planète ne serait pas peuplée, l'Amérique du Nord existerait. Christophe Colomb ou les Vikings n'auraient pas découvert l'Amérique du Nord existerait malgré tout. Par contre, la ville de New York, elle, n'existe que parce que l'homme a conquis l'espace de l'Amérique du Nord. Et donc, vous voyez qu'il existe dans notre réalité des choses qui sont indépendantes de l'homme et d'autres qui n'existent que parce que l'homme est sur la planète. Alors, est-ce que les mathématiques sont inventées ou est-ce qu'elles sont découvertes? C'est ce que nous allons aborder, mais très brièvement, parce que si les créateurs, c'est-à-dire si les mathématiques ne sont que le fruit de notre esprit, comment expliquer la redoutable efficacité de ces mathématiques? Je vous rappelle, je le remontre une seconde, je vous rappelle cette effroyable formule qui décrit d'une manière extraordinaire les trois premières interactions fondamentales de la physique. Donc comment se fait-il qu'une formule aussi compliquée décrive aussi bien la réalité des particules élémentaires? Et cette remarque de cette redoutable efficacité des mathématiques, eh bien, c'est pas n'importe qui l'avait faite, c'était Eugène Wigner, prix Nobel de physique en 1960. Alors maintenant, si le mathématicien n'est pas créateur mais un explorateur, où il est ce territoire où sont situées les mathématiques? Est-ce qu'elles sont dans le ciel, entre guillemets, dans les nuages ou ailleurs? Alors et d'ailleurs, même si on savait où elles sont, comment est-ce qu'on fait pour y accéder? Comment est-ce que le cerveau du mathématicien est connecté à cette réalité platonicienne? Eh bien, ces questions-là peuvent vous paraître extrêmement embarrassantes. Effectivement, elles le sont. Mais est-ce qu'elles sont plus embarrassantes que la question de savoir où nous sommes? Où est l'univers? Et je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à cette question. Si vous ne l'avez pas fait, ça n'est pas traumatisant. Mais en tout cas, ce sont des sujets qu'on peut aborder, par exemple, avec les professeurs de philosophie au lycée. C'est de savoir où est l'univers, ou le multivers, bien sûr. Univers multivers étant le tout, où est ce tout, voyez? Donc, cette question de savoir où sont les mathématiques, elle n'est pas plus embarrassante que celle de savoir où est l'univers. Alors maintenant, et c'est plutôt ma position, et c'est donc je vais donner ma réponse à cette question, mais encore une fois, ça n'est que ma réponse, et ça n'est pas celle que donneraient certainement mes autres collègues, c'est que finalement, les mathématiques, ça peut être un peu des deux à la fois. Et d'ailleurs, Léopold Kronecker, en 1891, Léopold Kronecker, un grand mathématicien du 19e siècle, avait dit la chose suivante: Dieu a fait les nombres entiers, tout le reste est l'œuvre de l'homme. Et ma position, elle est un petit peu similaire, c'est ce qui est inscrit là, c'est que ma conception des mathématiques, elle ressemble un petit peu à celle de la chimie. La chimie, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble d'atomes naturels, l'hydrogène, l'oxygène, le carbone, etc. Et puis à partir de là, la nature a construit des molécules relativement complexes, par exemple l'eau, le gaz carbonique, le méthane, et puis l'ADN. Et puis, nous, les êtres humains, eh bien, grâce à notre industrie, notre chimie en particulier, nous construisons des molécules beaucoup plus compliquées, qui n'existent pas dans la nature. Eh bien, il n'est pas impossible que les mathématiques donc, aient à la fois une composante atomique qui existerait indépendamment de nous. Ça pourrait être le cas, par exemple, des ensembles que j'ai évoqués l'autre jour. Ça pourrait être le cas donc des nombres entiers. Et puis, à partir de là, eh bien, l'homme aurait créé des molécules mathématiques, par exemple les équations différentielles, les intégrales et tout ça. Bon, en fait, malheureusement, on n'a pas de réponse et je ne suis pas sûr qu'on l'ait rapidement. Si l'on pouvait faire un petit clin d'œil à la science-fiction, on pourrait dire qu'une rencontre hypothétique avec une espèce extraterrestre nous donnerait peut-être une réponse à cette question. Si le dialogue était possible, si cette rencontre avait lieu, eh bien, nous pourrions interroger ces êtres venus d'ailleurs, savoir comment eux maîtrisent et conçoivent l'univers, et si eux aussi ont les nombres entiers, les nombres réels, les équations différentielles, les intégrales, etc., eh bien, on pourrait en déduire, sans trop se tromper, que les mathématiques existent indépendamment de l'homme. Si par contre, ces extraterrestres, qui entre parenthèses nécessairement existent, mais certainement très loin de nous, à la fois dans le temps et dans l'espace, eh bien, si ces extraterrestres existent et ne font pas des mathématiques, eh bien, les mathématiques, à ce moment-là,
sont une pure création humaine. Voilà. Alors, les mathématiques, qu'elles soient inventées ou découvertes, eh bien, de toute façon, est-ce qu'elles pourront répondre un jour à toutes les questions que se posent l'homme et le physicien en particulier? Bon, par exemple, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Qu'est-ce que la non-existence? Et puis, si on s'approche un petit peu du domaine de l'art, qu'est-ce que le beau? Je ne pense pas, en fait, que les mathématiques puissent répondre à ces questions. Et puis aussi, je vous rappelle qu'à la base des mathématiques, il y a des axiomes. Je vous rappelle aussi que les axiomes sont finalement relativement arbitraires. Et donc, est-ce que quelque chose qui est arbitraire peut être naturel et indépendant de l'homme? Et que penser de l'incomplétude que nous avons évoquée avec l'hypothèse des continues, l'incomplétude de Kurt-Gödel? Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de pain sur la planche, à la fois sur le plan mathématique, scientifique, disons, et puis sur le plan mathématique et philosophique. Et donc là, je vous souhaite bon courage. Alors, évidemment, je vous ai parlé là un peu longuement, mais on va encore dire des choses à l'instant. Nous avons beaucoup parlé de la physique, mais les mathématiques, ça n'est pas que le langage de la physique, c'est aussi le langage de l'industrie. Et si les mathématiques n'existaient pas, eh bien, il n'y aurait pas de téléphonie mobile, il n'y aurait pas de photographie numérique, il n'y aurait pas de GPS, et tous les tests qui sont faits dans l'industrie, par exemple l'industrie aéronautique, l'industrie automobile, etc., tests qui aujourd'hui sont faits pour la plupart à l'aide de modèles informatiques dont on dira deux mots tout à l'heure. Alors juste, je vous montre un petit peu le GPS, parce que c'est vraiment l'exemple le plus exceptionnel qu'on puisse trouver d'une application des mathématiques à la physique et à l'industrie. Je vous rappelle le principe bidimensionnel du GPS. Dans le plan, voilà. Dans le plan, nous avons un triangle qui est un référentiel, triangle ABC. J'ai un point P dont je connais les distances, que je vais matérialiser, dont je connais les distances aux trois points ABC. Eh bien, ce triangle étant fixé, les trois distances PA, PB, PC étant connues, eh bien, par un simple calcul vraiment très élémentaire, je peux connaître les coordonnées de P dans le plan. Alors, le GPS, évidemment, ne travaille pas dans le plan, il travaille dans l'espace. Et donc, le système, le principe est exactement le même, sauf qu'au lieu de prendre des points dans le plan, excusez-moi, c'est pas ça que je voulais vous montrer, on va regarder, on va rester sur cette image. Au lieu de prendre des points trois points dans le plan, on va prendre 4 points dans l'espace, qui vont donc former une pyramide, un BCD. J'ai ce point P, dont je connais les distances aux 4 points A, B, C et D. Eh bien, ce point P, il est situé à l'intersection des 4 sphères centrées en A, B, C, D et de rayons respectifs PA, PB et CPD. Donc, vous voyez un simple problème de géométrie, donc des formules qui sont un peu plus pénibles qu'en 2 dimensions, mais il est facile de les résoudre. Mais malheureusement, l'histoire ne s'arrête pas là, tout simplement parce que dans l'espace autour de la Terre, comment est-ce que je connais mes distances entre un récepteur GPS et les points de cette pyramide? Et puis cette pyramide, quelle est-elle? Évidemment, on ne peut pas construire une pyramide gigantesque dans l'espace. Cette pyramide, en fait, elle est faite de plusieurs satellites. C'est en particulier la constellation GPS, c'est aussi la constellation Galileo pour le projet européen. Donc, nous avons dans l'espace, pour ne parler que du GPS, nous avons une trentaine, un peu plus de satellites qui sont à environ 10 000 miles d'altitude. Et donc, ce que l'on mesure, évidemment, ce ne sont pas des distances des récepteurs aux satellites, mais ce sont des temps de transfert de messages entre les satellites et le récepteur. Et ensuite, il est relativement facile de convertir ces durées en mesure de longueur, puisqu'on connaît la vitesse de propagation de l'interaction électromagnétique, c'est la vitesse de la lumière. Mais les choses ne sont pas terminées parce que malheureusement, les récepteurs sont plutôt au niveau de la Terre, les émetteurs sont dans l'espace à 10 000 miles, et donc la question qui se pose, c'est de savoir, est-ce que les horloges qui sont à Terre et qui sont plutôt de nature immobile, est-ce qu'elles se comportent de la même façon que les horloges qui sont dans l'espace et qui sont en mouvement? Eh bien non, malheureusement. Et ça, c'est une des grandes avancées d'Albert Einstein, 1905-1915. Ces travaux, qu'on appelle la relativité restreinte et la relativité générale, que j'évoquerai de nouveau dans un instant, permettent de calculer des corrections subtiles dans le fonctionnement des horloges à bord des satellites, de façon à rendre
compatibles ces mesures de temps à bord des satellites, les rendre compatibles avec les mesures de temps faites sur l'espace, sur la Terre, pardon. Et donc, vous voyez qu'un système GPS comme le GPS qui est aussi répandu, puisqu'on en trouve partout maintenant, même dans des objets, j'allais dire, inutiles, eh bien, ce système qui est donc universellement répandu sur la Terre et dans nos activités, eh bien, c'est un système qui est d'une effroyable complexité mathématique et technologique, mathématique en particulier, puisqu'il fait référence aux travaux d'Albert Einstein. Alors, maintenant, nous allons parler un petit peu de l'usage que l'on va faire des mathématiques, en physique en particulier. Vous me permettrez de lire cette citation-là qui est empruntée à Heinrich Hertz. Heinrich Hertz était un grand physicien du 19e siècle. Vous connaissez tous cette unité de fréquence qu'on appelle les Hertz. Heinrich Hertz avait dit « On ne peut échapper au sentiment que ces formules mathématiques ont une existence qui leur est propre, qu'elles sont plus savantes que ceux qui les ont écrites sur le papier, et que nous pouvons en extraire plus de science qu'il n'en a été mise à l'origine. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une fois qu'on a trouvé des formules qui décrivent le fonctionnement, le comportement d'un système physique, si ces équations, ces formules correspondent à une certaine réalité, eh bien, on va certainement pouvoir extraire des informations auxquelles on n'avait pas pensé initialement. Alors, permettez-moi un exemple historique relatif à la gravitation newtonienne. Alors, comment est-ce qu'on fait des progrès en physique et en astronomie en particulier? Eh bien, on fait des progrès d'une part sur le plan de mathématiques, on découvre de nouveaux outils, etc., et puis sur le plan de la mesure. Et donc, en 1846, on est donc au milieu du 19e siècle, eh bien, il y avait une petite différence entre la position calculée grâce aux équations de Newton, position calculée des planètes connues à l'époque du système solaire, et puis les positions qu'on pouvait mesurer avec les instruments d'optique et les horloges. Alors, la différence entre les deux types de mesures n'était pas énorme, mais elle existait. Et il était impossible de s'en débarrasser. Ce n'était pas de l'imprécision dans les appareils de mesure en particulier. Et donc, Urbain Le Verrier, 1846, a une idée. Il se dit, les équations qui décrivent à cet instant-là le système solaire sont correctes, mais nous ne connaissons pas le système solaire dans son intégralité. Il manque une planète. Alors, je simplifie évidemment beaucoup les choses. Il rajoute une planète dans ses équations, résout les équations et annonce que tel jour à telle heure, on pourrait voir apparaître dans le ciel à telle coordonnée spatiale, eh bien, on va pouvoir voir un corps que l'on n'avait pas encore découvert. Et effectivement, la planète Neptune a été ainsi découverte quelques mois plus tard. Alors, cette situation a failli se renouveler au début du XXe siècle, puisque au début du XXe siècle, on a découvert des anomalies un petit peu dans le mouvement de Mercure. Le grand axe de son ellipse ayant une tendance anormale au mouvement. Alors là, cette fois-ci, ça n'a pas été l'introduction d'une planète dans le système solaire qui a permis de résoudre le problème. Non, c'est Albert Einstein, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc, Albert Einstein, en 1905, a publié ce qu'on appelle la théorie de la relativité restreinte, puis, en 1915, la théorie que l'on appelle celle de la relativité générale. Et ces deux théories, mises bout à bout, eh bien, constituent un surensemble de la gravitation newtonienne, que j'appellerais donc ici la gravitation einsteinienne. Et dans cette gravitation, eh bien, grâce aux formules extraordinaires que Albert Einstein a mis en évidence, alors encore une fois, est-ce qu'elles existent indépendamment d'Albert Einstein ou est-ce que c'est Albert Einstein qui les a inventées? Ça, malheureusement, je n'en sais rien. En tout cas, ces équations, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, ces équations ont permis de décrire mathématiquement l'univers. Et d'autres physiciens, évidemment, se sont emparés dès 1915 immédiatement de ces équations, et en particulier un physicien, un astrophysicien belge, Georges Lemaître, qui était abbé en même temps d'ailleurs. Georges Lemaître, et de quoi s'est-il rendu compte, Georges Lemaître? Il s'est rendu compte que l'univers décrit par les équations de la relativité générale d'Albert Einstein ne pouvait pas être statique, que nécessairement il avait une histoire et que nécessairement il était en expansion. Et ça,
c'est quelque chose, cette prédiction mathématique, faite à partir des équations d'Albert Einstein, c'est quelque chose qui a été vérifié ultérieurement, dans les années qui ont suivi, par un observateur américain, Edwin Hubble. Alors, donc, grâce à Albert Einstein, on découvre que l'univers a une histoire. Mais ça n'est pas terminé, parce qu'Albert Einstein avait fait une autre prédiction, avait fait des prédictions à partir de sa théorie, et en particulier l'une que l'on appelle les ondes gravitationnelles. Et les ondes gravitationnelles, en fait, bon là je vais faire une analogie qui est évidemment très très éloignée de la réalité du phénomène, mais imaginez vous avez une mare, une surface d'eau très calme, vous jetez une pierre au milieu, et donc il y a un système d'ondes qui va s'établir, qui va partir du point de chute et qui va pratiquement et progressivement s'étaler dans l'espace de la mare. Eh bien, dans l'univers, l'espace-temps, c'est un petit peu la même chose, c'est un petit peu l'équivalent de cette mare. Si quelque part dans l'univers, vous avez, et à un instant donné, si vous avez un événement cataclysmique qui se produit, eh bien cet événement va produire des sortes de vibrations de l'espace-temps lui-même qui vont faire que toutes les distances vont se mettre à osciller progressivement dans l'univers, mais ces oscillations sont infimes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les sentir, nous, êtres humains. Et donc Albert Einstein, qui était à peu près convaincu de l'existence de ces ondes gravitationnelles, était aussi convaincu que jamais, jamais on ne les observerait. Malgré tout, de nombreux physiciens qui, convaincus de leur existence, ont essayé de les mettre en évidence. Et donc, Albert Einstein, 1915, le 14 septembre 2015, eh bien, pour la première fois, des ondes gravitationnelles ont été mises en évidence. Donc, vous voyez, il a fallu 100 ans d'observation et de mise en place de procédés observationnels d'une complexité effroyable pour voir vérifier une prédiction mathématique relative à l'univers. Vous me permettrez une remarque importante. L'expansion de l'univers aurait été découverte de toute façon sans les travaux d'Albert Einstein, puisqu'elle consiste à observer le fait que les galaxies, plus elles sont éloignées de nous, plus elles semblent s'éloigner de nous. On le voit par ce qu'on appelle un effet Doppler. Et donc ça aurait été vu par les observateurs avec les instruments d'optique appropriés dont nous disposons. Par contre, les ondes gravitationnelles, elles, n'auraient jamais pu être mises en évidence sans la mise en place de systèmes d'une complexité et d'une précision qui dépassent strictement l'entendement. Et donc, vous voyez, les ondes gravitationnelles, c'est un exemple d'une découverte qui a été faite, qui est relative à la réalité, à l'univers, et qui n'aurait pu être faite sans les mathématiques. Troisième exemple d'une découverte faite grâce aux mathématiques, eh bien, c'est la découverte de l'antimatière. Alors là, je vais caricaturer lourdement. En 1930, Paul Dirac s'intéresse à l'électron, il couche sur le papier une équation, et voilà que son équation a deux solutions, une solution négative, une solution positive. La solution négative, il la connaît, c'est l'électron. La solution positive, Paul Dirac est tellement confiant en ses mathématiques qu'il se dit, cette solution positive existe, elle correspond à un électron dont la charge électrique est positive. Et de fait, cet anti-électron a été découvert dans les années suivantes de manière expérimentale, et depuis on a découvert que pratiquement toutes les particules possédaient ce que l'on appelle une antiparticule. Aujourd'hui d'ailleurs, un problème très très important et très débattu en physique, c'est de savoir comment se fait-il que, alors que le Big Bang qui a donné naissance, dit-on, à l'univers, comment se fait-il que ce Big Bang qui a créé autant de matière que d'antimatière, comment se fait-il que cet univers aujourd'hui ne soit fait que de matière? Qu'est devenue l'antimatière? Donc ça, c'est un problème très délicat. Alors, deux remarques très, très rapides. Malheureusement, très souvent, et c'est de plus en plus le cas, les prédictions qui sont faites grâce aux mathématiques en physique sont de plus en plus éloignées de notre intuition. Et donc là, je fais appel à des choses dont vous avez peut-être entendu parler, mais je n'ai pas le temps de détailler. C'est ce qu'on appelle la non-localité, l'intrication et le fameux théorème de Bell. Et puis surtout, on va faire reposer la recherche scientifique sur les travaux de Karl Popper. Karl Popper, c'était un physicien, un philosophe des sciences, et pour lui, il fallait que les modèles mathématiques soient réfutables. C'est-à-dire que lorsqu'un modèle mathématique fait une prédiction, il faut pouvoir confronter cette prédiction à la réalité.
Alors, on a vu Neptune. Neptune, ça a été une découverte réfutable. Les ondes gravitationnelles aussi, puisqu'on a pu découvrir expérimentalement ces ondes. Le Big Bang, par contre, c'est autre chose, hein. On n'est pas capable de refaire l'expérience, hein, malheureusement. Et puis, aujourd'hui, il y a des tas de prédictions que je vais vous citer en vrac comme ça. On pense que, suivant certains modèles de structure de l'espace-temps, notre espace-temps n'aurait pas 4 dimensions, mais 11. Comment les vérifier, puisqu'on ne voit pas les 7 qui manqueraient? J'ai déjà évoqué tout à l'heure le multivers. Comment vérifier qu'il y a d'autres univers que le nôtre, puisque si ces autres univers existent, par définition, ils sont complètement déconnectés de nous. Il n'y a aucun moyen de communication. Comment vérifier qu'ils existent? Autre prédiction faite éventuellement par la relativité générale, c'est qu'un jour, il y ait l'inverse du Big Bang, le Big Crunch, c'est-à-dire que tout l'univers se retrouve très localisé. Et évidemment, cette expérience est impossible à faire et donc cette prédiction est irréfutable. Alors maintenant, voyons très brièvement un petit peu les relations entre le mathématicien et le physicien. Malheureusement, bon, vous avez certainement entendu parler en littérature, en philosophie de l'honnête homme de Montaigne. Malheureusement, aujourd'hui, il n'est plus le verbe être, cet honnête homme. Il est impossible de connaître toute la science. Et même quand on est dans un certain domaine, celui des mathématiques ou de la physique, il est impossible de savoir toutes les mathématiques ou de savoir toute la physique. On se spécialise dans un domaine en particulier en mathématiques. Par exemple, on va s'intéresser aux nombres entiers et puis on ne s'intéressera pas aux équations intégrales, etc. Le physicien, bon, un physicien va s'intéresser à la structure de la matière et puis un autre va s'intéresser aux nuages, mais pas aux deux, d'accord? Alors, ce qui fait que souvent le physicien va poser des problèmes qu'il ne sait pas résoudre finalement et va émettre des conjectures. Et permettez-moi de vous présenter un exemple historique qui est celui-ci. Ça, c'est quelque chose que nous avons fait il y a de nombreuses années maintenant avec des collègues du laboratoire de la physique de la matière condensée, Bernard Sapoval, Jean-François Gouillet et Michel Rousseau. Il s'agit d'un phénomène important à la fois dans l'industrie et dans la physique, c'est ce qu'on appelle la diffusion. Alors là, la diffusion, elle est modélisée mathématiquement par un système vide initialement, que voici, qui apparaît en bleu, et puis en bas, j'ai une source de particules. Et ces particules vont progressivement envahir, en montant, vont envahir l'espace en se déplaçant grâce à un mouvement aléatoire. C'est-à-dire qu'une particule qui occupe un certain site à un instant donné va pouvoir sauter dans une case voisine à condition que la case voisine, tout simplement, ne soit pas occupée. Alors, qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'au bout d'un certain temps, et là, il y a eu beaucoup de particules qui se sont déplacées, on observe que le front d'avancée de ces particules, qui est la courbe, cette sorte de courbe jaune que je suis très grossièrement ici, que ce front d'avancée a une structure très compliquée. On aurait pu, comme ça, intuitivement, se dire ça va être une ligne droite, un arc de cercle, n'importe quoi. Non, non, c'est un objet très compliqué. Et cet objet, il est caractérisé par un nombre dont on parlera lors du 3e épisode sur les mathématiques. Ce nombre, c'est ce qu'on appelle la dimension fractale. Et mes collègues physiciens, donc Bernard Sapoval en particulier, avaient conjecturé que la dimension fractale de ce fameux front de diffusion, dont je vais d'ailleurs vous montrer peut-être un agrandissement, le voici, avait conjecturé que cet objet fractal, ce front de diffusion, avait une dimension fractale très simple, égale à un rationnel très simple, 7 quarts. Malheureusement, de démontrer ce résultat mathématiquement était chose extrêmement complexe, et en fait, il a fallu attendre plusieurs années pour qu'un jeune mathématicien français d'Orsay, Wendelin Werner, réussisse à résoudre ce problème et à démontrer, et j'insiste sur le mot démontrer, c'est-à-dire que on ne se dit pas, tiens, ça semble être 7 quarts, non, par un procédé très rigoureux, très strict, un petit peu comme la démonstration du théorème de Pythagore qu'on a vu l'autre jour, eh bien, démontrer que effectivement la dimension fractale du front de diffusion est égale à 7 quarts. Et pour vous prouver, si vous voulez, que Wendelin Werner a accompli une performance exceptionnelle, eh bien, il a obtenu la médaille Fields en 2006, médaille Fields qui est considérée, comme vous le savez certainement, comme l'équivalent du prix Nobel en mathématiques. Alors, une question qu'on pourrait se poser d'ailleurs, c'est de savoir finalement si le mathématicien, même quand il fait des trucs très abstraits, eh bien, s'il ne fait pas de la physique sans le savoir. Souvenez-vous de Monsieur Jourdain dans le Malade imaginaire de Molière. Est-ce que, pardon, pas le Malade imaginaire, le bourgeois gentilhomme, je suis en train de dire des bêtises, le bourgeois gentilhomme,
Est-ce que, vous savez que M. Jourdain donc, faisait, sans le savoir, de la prose, et donc est-ce que le mathématicien n'en fait pas autant finalement? Et donc on voit un certain nombre d'exemples, je n'ai pas le temps de détailler si vous voulez, mais Évariste Galois, qui est à l'origine de la théorie des groupes, Bernard Riemann des variétés riemanniennes, et puis les fameux monstres continus non différenciables que nous verrons en géométrie fractale. Eh bien, ces trois exemples, groupes, variétés riemanniennes et monstres continus non différenciables, eh bien, ce sont aujourd'hui des outils essentiels à la physique et que, pour lesquels les mathématiciens Galois, Riemann et en particulier Weierstrass, Cantor et autres n'avaient pas imaginé les conséquences dans le domaine de la physique. Alors, une différence importante, si vous voulez, pour terminer avec ce sujet, entre les mathématiques et la physique, et qui est peut-être un signe aussi de la nature des mathématiques, c'est que les vérités mathématiques, elles sont éternelles. Une fois qu'on a démontré le théorème de Pythagore ou le grand théorème de Fermat, si on ne s'est pas trompé, dans 10 ans, dans 1000 ans, dans 1 milliard d'années, si la civilisation est toujours là, le théorème sera toujours vrai. Par contre, finalement, les réalités de la physique, les vérités de la physique, eh bien, elles évoluent au cours du temps. Et ça, nous allons le voir plus en détail dans un instant. Alors, vous imaginez bien que, et là, il faut que j'accélère parce que je vois que le temps imparti est pratiquement écoulé. Vous imaginez bien que les images que je vous ai montrées, là, elles sont calculées à partir de modèles mathématiques. Il ne suffit pas d'avoir des équations, il faut les résoudre. Il faut donc un outil de calcul. Et cet outil de calcul, bien évidemment, c'est l'informatique. Alors, très brièvement et très rapidement, je vous citerai quelques noms de mathématiciens qui ont œuvré dans le domaine de l'automatisation du calcul. C'est John Napier avec les logarithmes, c'est Blaise Pascal avec l'addition, c'est Leibniz avec la multiplication. C'est aussi Vaucanson et Jacquard, qui ne sont pas des mathématiciens, mais des gens qui ont travaillé dans le domaine des automates et de la programmation. Le métier à tisser de Jacquard était le métier programmable. Et puis, c'est aussi ne pas oublier, évidemment, plus près de nous, au XIXe siècle, Charles Babbage et Eddie Ada Lovelace, qui ont conçu finalement le premier ordinateur, mais qui, malheureusement pour eux, n'avaient pas la possibilité d'électronique, qui étaient des machines mécaniques et qui n'avaient donc pas les performances que l'on pouvait espérer de ces machines. Et puis, plus près de nous, eh bien, 4 grands noms à connaître, évidemment, Alonzo Church, Kurt Gödel, Alan Turing et John von Neumann. John von Neumann, qui a été à la fois un grand mathématicien, un grand physicien et finalement un des premiers informaticiens modernes, à qui on doit finalement l'architecture de tous les processeurs d'aujourd'hui et finalement toute l'informatique d'aujourd'hui. Alors, je voudrais juste vous montrer quelque chose qui me paraît intéressant, parce que j'aurais évidemment beaucoup d'autres choses à vous dire, je n'ai pas le temps. C'est vous montrer qu'en quelques dizaines d'années, l'informatique a fait des progrès considérables. Progrès d'ailleurs initiés par la Seconde Guerre mondiale et par les besoins en calcul. Alan Turing, c'était pour la cryptographie, et puis John von Neumann, c'était pour la bombe atomique, malheureusement. Je voudrais vous montrer, pour terminer ce chapitre, cette photo qui est la photo d'un ordinateur, vous voyez, qui a été installé en 1972, donc il y a 50 ans à l'école polytechnique. Vous voyez, cette armoire, elle fait 2 mètres de haut. C'est la mémoire centrale de l'ordinateur, 32 kilooctets. Maintenant, dans n'importe quel téléphone portable, vous avez des gigaoctets, des dizaines de gigaoctets, des centaines de gigaoctets. Et dans l'armoire qui est à gauche, vous avez 2 disques durs de chacun 500 kilooctets. Alors qu'aujourd'hui, les disques durs font de manière tout à fait standard le téraoctet, donc c'est des capacités d'ailleurs qui dépassent tout à fait l'entendement. Donc en quelques années, vous voyez, on a fait des progrès considérables dans le domaine du calcul, de l'électronique, et donc aujourd'hui on peut faire des calculs qui autrefois étaient tout à fait inimaginables et qui le sont devenus aujourd'hui. Mais n'oubliez pas quelque chose d'important, c'est que Pythagore, Galilée, Newton, Einstein et tous les grands scientifiques qui nous ont précédés, eh bien, n'avaient pas d'ordinateur et faisaient déjà des choses exceptionnelles. Alors, voilà un dernier chapitre pour aujourd'hui que je voudrais mentionner, c'est ce que j'appelle l'expérimentation virtuelle et c'est ce que certains appellent la simulation numérique. Alors, rappelez-vous que lors des siècles passés, on a inventé par exemple le microscope et le télescope. Et grâce à ces inventions, eh bien, on a pu voir des choses trop petites pour être vues à l'œil nu, ou trop éloignées pour être vues à l'œil nu. Le télescope, par exemple, a permis de mettre en évidence des satellites autour de Saturne. D'accord ? Eh bien, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je considère, si vous voulez, que les mathématiques, c'est en quelque sorte un instrument d'optique, virtuel bien évidemment, comme le microscope et comme le télescope,
et que cet instrument d'optique virtuelle va nous permettre de voir des choses que l'on ne verrait pas sans ces mathématiques. Alors, si j'avais le temps, je pourrais vous montrer des dizaines et des dizaines d'expériences que j'ai pu réaliser, virtuelles bien évidemment, en mécanique statistique, en thermodynamique, en mécanique des fluides, etc. Donc ça, vous pourrez le retrouver sur mon site. Mais je vais plutôt vous montrer un exemple parce qu'il est beau et spectaculaire et plus facile à expliquer. Je vais vous montrer cette image et je pense que tout le monde a reconnu ici les 4 premières planètes du système solaire. Donc nous avons le Soleil, Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Alors les autres planètes du système solaire sont à l'extérieur de l'écran, mais enfin peu importe. Alors comment cette image a-t-elle été obtenue? Elle a été obtenue grâce aux équations de Newton auxquelles j'ai fait référence tout à l'heure, celles qui ont précédé la physique d'Albert Einstein. Et donc la physique de Newton est malgré tout suffisamment précise pour nous permettre, vous voyez, de calculer d'une manière très précise la trajectoire des planètes du système solaire, en particulier les 4 que vous voyez sur l'écran. Alors, qu'est-ce que je me suis rendu compte? Je me suis rendu compte en faisant ces calculs que si, au lieu de mettre l'origine des coordonnées sur le Soleil, je les mettais sur la Terre, je voyais la chose suivante. Voilà. Le référentiel de calcul et de visualisation étant sur la Terre, eh bien la Terre devient immobile, bien évidemment. Et qu'est-ce que j'observe? Je vois que la Terre tourne autour du Soleil et je vois que la planète Mars en particulier fait des boucles de rétrogradation. Alors, cette visualisation du système solaire peut vous paraître complètement ridicule et déplacée, mais pas du tout, parce que c'est ce qu'on observe quand on regarde le ciel. Premièrement, la Terre est immobile, ou du moins, elle le paraît, fort heureusement. Actuellement, nous sommes en train de nous déplacer dans l'espace, et si on intègre tous les mouvements auxquels on est soumis, on se déplace à plusieurs centaines de kilomètres à la seconde, fort heureusement, on ne sent pas le mouvement, nous avons l'apparence de l'immobilité. Le Soleil semble effectivement tourner autour de la Terre. Et puis quand on observe la planète Mars et d'autres planètes au cours de l'année, on voit effectivement la planète Mars qui avance, qui recule, qui avance, qui recule. Alors nos ancêtres qui ne connaissaient pas la physique de Newton avaient imaginé un système très simple qu'on appelle les épicycles de Ptolémée, alors avec ou sans ce qu'on appelle les courants, enfin peu importe, je ne vais pas rentrer dans les détails. Le principe est le suivant. Vous avez un grand cercle qu'on appelle le déférent, et un petit cercle qui apparaît ici en blanc qui va se déplacer sur le grand cercle. Et si ce petit cercle se déplace en tournant sur lui-même, si l'on suit la trajectoire d'un des points de ce petit cercle, on voit que ce point suit une trajectoire qui ressemble considérablement à la trajectoire de la planète Mars vue précédemment. Alors, évidemment, c'est ainsi que nos ancêtres voyaient le système solaire. Il a fallu entendre, par exemple, les travaux de Kepler, de Copernic, pour se rendre compte que ce modèle n'était pas le bon, se rendre compte que le Soleil était au centre du système solaire et que les planètes, toutes les planètes, y compris la Terre, tournaient autour. Ce qui a d'ailleurs été très ennuyeux puisque la Terre perdait son statut d'objet central dans l'univers, finalement, pour devenir une planète comme les autres. Notez malgré tout que bien des siècles avant Copernic, avant tous ces gens-là, des gens comme Aristarque de Samos ou Hypatie d'Alexandrie, donc là on est pratiquement 2000 ans avant nous, avaient déjà eu cette intuition d'un système centré sur le Soleil. Mais malheureusement, les apparences étant évidemment contre cette vue des choses, eh bien ce système n'a pas pris. Et donc, il a fallu attendre des progrès importants dans le domaine de l'observation pour se rendre compte que ce système, donc je remonte encore une fois, le système des épicycles de Ptolémée, n'était pas le bon système. Alors, vous voyez que moi, j'ai réussi à reproduire les épicycles de Ptolémée par un calcul mathématique avec la physique newtonienne. Et finalement, l'expérience que je vais vous montrer maintenant est la suivante. Comment verrait-on le système solaire si la Terre avait un mouvement différent? Alors, voilà ce que cela donne. Voilà la nature de l'expérience. Vous avez ici le système solaire, le plan de l'écliptique, Pluton, incliné par rapport au plan de l'écliptique. Entre parenthèses, Pluton, depuis maintenant pas mal d'années, n'est plus considéré comme une planète, mais quand j'ai fait ces images et ces calculs, elle l'était encore, donc elle figure dessus. Enfin, peu importe, ça ne change rien au problème. L'objet de cette expérience, eh bien, c'est de jouer finalement les dieux
en introduisant dans le système solaire une planète. Et cette planète, la voilà, c'est celle qui a une trajectoire verte. Alors, elle est rajoutée proprement, c'est-à-dire que sa masse, sa vitesse, ses coordonnées initiales, etc., sont tout à fait compatibles avec la physique et en particulier avec les lois de Kepler et plus particulièrement la troisième. Et donc, ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai fait ces calculs, je fais un changement de référentiel qui nous place sur la planète virtuelle. Donc la planète virtuelle est ici, on ne la voit pas d'ailleurs, elle est cachée par le reste, elle figure au centre de l'image. Et qu'est-ce que nous observons? Eh bien, nous observons que le Soleil a toujours une trajectoire régulière autour de cette planète. Donc les habitants de cette planète voient un Soleil qui tourne autour d'eux. Mais par contre, les autres planètes ont des trajectoires complètement chaotiques, on pourrait presque dire aléatoires. Nous avons en bleu Neptune et Uranus, et nous avons du mal à imaginer que derrière ces trajectoires tridimensionnelles extrêmement entortillées dans l'espace, que derrière ces trajectoires tridimensionnelles se cachent des ellipses bidimensionnelles. Mais encore une fois, c'est un simple changement de référentiel qui est à l'origine de cela. Alors je sais par expérience que c'est difficile de faire comprendre ce problème de changement de référentiel. Je vais faire ici aussi une analogie. Imaginez, vous êtes assis dans une voiture immobile, un jour où il neige et où il n'y a pas de vent. Donc vous êtes immobile dans l'automobile, et donc la neige tombe verticalement. Et puis progressivement, la voiture se met en marche et va de plus en plus vite. Et qu'est-ce que vous observez? Que la neige se déplace cette fois-ci non plus verticalement, mais de manière oblique, et de plus en plus en oblique en fonction de la vitesse de la voiture. Évidemment, ce n'est pas la neige qui ne tombe plus verticalement, c'est le fait qu'elle tombe verticalement et que vous vous déplacez horizontalement. C'est la conjonction de ces deux mouvements de translation qui donne cette illusion d'un mouvement oblique. Eh bien là, c'est la même chose. Je suis, et je vous remontre la réalité c'est celle-ci, je suis en mouvement autour du système, j'observe des corps qui eux-mêmes sont en mouvement autour du système, et c'est la conjonction de ces deux mouvements de rotation qui vont donner cette illusion. Alors vous voyez ici, sur cette matrice d'image, un certain nombre de planètes virtuelles différentes, donc inclinaison de la trajectoire par rapport au plan de l'écliptique variable, excentricité, je veux dire, de la trajectoire variable, etc. Et donc, nous voyons ainsi sur cet écran un certain nombre de trajectoires tout aussi chaotiques les unes que les autres, alors qu'encore une fois, vous avez derrière des trajectoires elliptiques pures et dures. Alors, je voudrais vous montrer, pour terminer ce chapitre, quelques exemples, si vous voulez, sans trop les commenter, de vues que les mathématiques nous offrent sur l'univers et que nous ne pourrions pas voir autrement. Bon, c'est par exemple ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire les 7 dimensions supplémentaires de l'espace-temps. Donc cette image, que je n'ai pas le temps de commenter, essaye de nous montrer un petit peu ce que pourrait être l'espace-temps à 11 dimensions à l'échelle de Planck, 10-35 mètres. Ceci est destiné à vous montrer ce que l'on appelle les fluctuations quantiques du vide, donc la création et l'annihilation sans cesse perpétuelle de couples de particules, par exemple d'électrons, anti-électrons, de paires de photons, etc., dans le vide. C'est aussi vous montrer ce qu'on appelle les superpositions quantiques d'états, et donc là, ce que l'on voit, excusez-moi, c'est la superposition quantique de 6 états propres de l'atome d'hydrogène. Enfin, je n'ai pas le temps de commenter tout cela. Et puis, c'est vous montrer, par exemple, le mouvement brownien, le chaos déterministe, l'érosion des côtes que nous avons vu tout à l'heure, et puis aussi la production d'énergie au cœur du Soleil. Et permettez-moi donc de terminer cette présentation d'aujourd'hui par une citation intéressante. Auguste Comte, au XIXe siècle, fut un grand philosophe des sciences. Mais on peut être un grand philosophe des sciences, être un grand scientifique soi-même et se tromper. Et au milieu du XIXe siècle, Auguste Comte avait dit la chose suivante: connaître la composition chimique du Soleil est l'exemple même d'une connaissance qui sera à jamais inaccessible à l'intelligence humaine. Or, aujourd'hui, nous connaissons parfaitement la composition du Soleil et des autres étoiles, d'ailleurs. Nous connaissons parfaitement les processus de naissance des étoiles, de production de l'énergie à l'intérieur de ces étoiles et de leur mort aussi. Donc, vous voyez,
les mathématiques aujourd'hui permettent de faire des choses absolument extraordinaires, mais ne soyons pas trop présomptueux parce que ces vérités de la physique d'aujourd'hui sont peut-être des stupidités de demain. Voilà, je vous remercie pour cette attention, pour votre attention. La semaine prochaine, lors du troisième épisode, nous parlerons d'une découverte mathématique récente, celle que l'on appelle la géométrie fractale. Et puis, lors du dernier et quatrième épisode, j'essaierai de freiner un petit peu notre ardeur, parce que tout ce que je vous montre là paraît assez peut-être exceptionnel, puisqu'il semblerait qu'on puisse faire à peu près n'importe quoi. Mais c'est vrai qu'on peut faire n'importe quoi, on peut faire aussi beaucoup de bêtises. Et je vous montrerai que tous les outils que nous utilisons, aussi bien les mathématiques elles-mêmes que l'outil ordinateur, que l'informatique, et bien, tous ces outils ont des limites et qu'il faut les connaître afin de pouvoir les exploiter. Un petit peu comme il faut connaître les limites d'une voiture si l'on veut courir ou conduire tout simplement avec sécurité. Voilà, je vous remercie. Donc, si vous avez des questions à poser, bien écoutez, elles seront les bienvenues et j'essaierai d'y répondre. Ah, donc, j'attendais en fait que la question soit posée vocalement, mais je vois qu'elle apparaît sur l'écran, donc je peux la lire. Comment justifier le besoin d'un multivers? Alors ça, c'est une question très pertinente. Alors, d'une part, il y a la réponse à plusieurs composantes. La première, elle est au niveau théorique, au niveau des mathématiques sous-jacentes, et dans certaines approches de ce que l'on appelle la grande unification, donc les trois interactions que j'ai citées tout à l'heure, électromagnétiques faibles et fortes, avec la gravitation, et bien dans certains modèles, comme le modèle des supercordes, eh bien il est nécessaire déjà de rajouter les dimensions supplémentaires dont j'ai parlé, et apparaît ce que l'on appelle un paysage dans lequel apparaissent plusieurs structures d'univers et en fait un nombre pratiquement infini d'univers. Donc il y a une justification mathématique, mais maintenant il y a une justification, j'allais dire plutôt philosophique. Pendant de très très nombreux siècles, on a essayé de comprendre pourquoi la Terre était aussi bien placée par rapport au Soleil pour accueillir la vie. Parce que la Terre peut accueillir la vie, pourquoi? Parce qu'il y a d'une part de l'eau liquide, donc la température n'est ni trop basse ni trop élevée. D'autre part, il y a la présence de la Lune qui stabilise un peu les choses. Il y a le champ magnétique terrestre qui nous protège des bombardements du Soleil, etc., etc. Et on a longtemps essayé de déduire des équations de Newton en particulier la position de la Terre et de justifier la position de la Terre par les mathématiques. Alors malheureusement, de quoi s'est-on rendu compte? On s'est rendu compte que la position de la Terre, elle était en fait aléatoire. C'est contingent à l'histoire de la création du système solaire. La Terre, elle est là parce qu'elle est là. Alors, pourquoi est-ce que finalement sa situation est malgré tout la bonne? Vous savez très certainement que depuis de nombreuses années maintenant, en particulier depuis le prix Nobel de Michel Mayor, on sait que très certainement autour de pratiquement toutes les étoiles, il y a des planètes. Et donc, s'il y a des planètes partout, et que l'on découvre simultanément que ces planètes sont disposées un petit peu n'importe comment par rapport à leur étoile. Par exemple, on voit des planètes petites près de l'étoile, on voit des planètes petites loin d'autres étoiles, on voit des planètes géantes gazeuses près des étoiles, mais d'autres qui sont loin des étoiles, etc. On a un peu le sentiment, si vous voulez, en observant ces découvertes nouvelles de ce qu'on appelle les exoplanètes, on a un petit peu l'impression que toutes les configurations de planètes possibles et imaginables existent dans l'univers. Et si elles existent toutes dans l'univers, eh bien nécessairement, il y en a une ou plusieurs pour lesquelles la position est propice à l'émergence de l'eau liquide, etc., etc. Et une de ces planètes, eh bien, c'est celle sur laquelle nous sommes et sur laquelle nous pouvons faire ces commentaires. Voilà. Alors maintenant, cette question de l'existence de la propice de la trajectoire de la Terre, elle peut être généralisée à l'univers lui-même. Comment se fait-il que l'univers, dont il existe environ une trentaine de paramètres fondamentaux physiques qui le caractérisent,
comment se fait-il que ces 30 paramètres aient la bonne valeur pour permettre à l'intérieur d'avoir existé des étoiles, de voir autour de ces étoiles des planètes et de voir sur certaines de ces planètes l'intelligence émerger. Eh bien, pourquoi pas faire la même chose que pour les planètes, les systèmes planétaires du système, enfin de l'univers connu? Eh bien, imaginons qu'il y ait une infinité d'univers possibles, avec tous les jeux possibles de paramètres. Eh bien, s'il y a une infinité d'univers possibles avec tous les jeux de paramètres, il y en aura forcément un ou plusieurs qui correspondront à l'existence de particules élémentaires qui pourront s'assembler en atomes, en molécules, devenir des étoiles, des planètes, des êtres humains comme vous et moi. Et un de ces univers, dans le multivers, eh bien, c'est le nôtre. Alors on peut comme ça continuer indéfiniment et se demander pourquoi est-ce que le multivers est favorable à l'existence des univers, etc. Eh bien peut-être y a-t-il un multi-multivers et il se peut très bien qu'un petit peu comme les infinis de Cantor que nous avons vus lors du premier épisode, eh bien il se peut très bien qu'il y ait comme ça une hiérarchie infinie de multivers. Alors maintenant, je vois une deuxième question qui est sur la limite de l'échelle de Planck. Alors, l'échelle de Planck, d'où vient-elle? Elle vient d'une part de calculs qui sont effectués à l'aide des grandes constantes fondamentales de la physique, et en particulier ce qu'on appelle la constante de Planck, mais aussi la vitesse de la lumière, la constante newtonienne de la gravitation. Et quand on combine ces constantes entre elles, on voit qu'il existe deux autres constantes importantes qui sont des constantes relatives à l'espace et au temps. Cette constante relative à l'espace, c'est l'échelle de Planck spatiale 10-35 mètres, et puis c'est l'échelle de Planck temporelle 10-43 secondes. Alors, c'est effectivement relativement théorique dans le sens où il y a des manipulations mathématiques qui sont faites, mais les constantes que j'ai évoquées tout à l'heure, constante de Planck, constante de la célérité de la lumière, constante de la gravitation, ce sont des constantes naturelles. Donc la combinaison de ces constantes ne sont pas des combinaisons arbitraires, si vous voulez, mais des constantes qui sont de toute évidence naturelles. Bon, maintenant, ce que l'on croit, c'est que à l'échelle de Planck spatiale, en particulier 10-35 mètres, l'espace-temps que l'on connaît et qui est relativement lisse à notre échelle serait extrêmement turbulent, extrêmement, et je crois avoir je sais pas, non, je ne l'ai pas là, j'avais une image qui montrait ça, bon, si j'y pense, je vous la montrerai la fois prochaine. À cette échelle-là, l'espace-temps serait mouvant, en perpétuelle modification, et donc la physique nécessairement s'arrêterait à ce niveau-là. Donc voilà un petit peu ce que c'est, si vous voulez, la géométrie, enfin la constante de Planck et l'échelle de Planck. Alors je vois une troisième question, donc elle est relative à la géométrie fractale. Eh bien, je ne vais pas vous répondre à cette question parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais ça sera l'objet du troisième épisode où on parlera beaucoup de la géométrie fractale, on dira ce que c'est et on montrera ses applications à la fois dans le domaine de la physique et puis aussi dans le domaine de l'art. Donc je ne vous en dis pas plus et je vous invite surtout à être là, je crois que c'est lundi prochain après-midi, pour parler de l'ensemble de géométrie fractale. Voilà. Bon, y a-t-il une quatrième question? S'il n'y a pas d'autres questions, vous allez me permettre de vous rappeler quelque chose que j'avais dit l'autre jour. Vous avez ici l'adresse de mon site internet w3lactam avec 2m.polytechnique.fr, et sur ce site, vous trouverez, d'ailleurs je vais m'y mettre comme ça vous verrez de quoi il s'agit. Sur ce site, vous verrez tout ce que je fais. Bon, il y a énormément de choses, il y a évidemment beaucoup d'images, et puis il y a beaucoup de sujets qui sont abordés, comme, je vais vous montrer, comme, où est-ce que c'est? Excusez-moi, je suis allé un petit peu trop vite. Voilà, c'est ici. Vous avez par exemple des galeries d'images thématiques sur la mécanique quantique, sur la mécanique céleste, etc., sur la géométrie fractale. Vous avez des commentaires et des articles sur les mathématiques, sur la synthèse d'images, sur, par exemple, ce qu'on appelle le génie logiciel, dont je parlerai lors du quatrième épisode, etc. Donc, n'hésitez pas à venir sur mon site. Vous trouverez plein de choses, plein d'images qui, j'espère, vous intéresseront. Et n'hésitez pas aussi à poser des questions, puisque vous avez mon mail et vous pouvez bien évidemment m'écrire. Voilà. Ah, j'ai vu une autre question, là, excusez-moi.
qui est arrivé entre-temps. Euh, non, très honnêtement, la question qui est posée, je ne sais pas si tout le monde la voit, c'est mais est-ce que notre esprit peut appréhender beaucoup, tout finalement? Non. Non, non, très certainement pas. Il y a, à mon avis, des questions qui resteront à toujours, à jamais sans réponse. La question de l'origine, c'est très, très beau de parler du Big Bang, par exemple. Donc, il y a un modèle avec l'inflation, etc., qui semble faire de très belles prédictions. Mais le Big Bang, d'où vient les fluctuations initiales? Où étaient-elles? Qui en est à l'origine, etc. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Donc ça, ce sont des sujets qui dépassent complètement notre entendement et pour lesquels nous n'aurons jamais, jamais la réponse, à mon avis. Les mathématiques seraient-elles donc une réponse à l'existence? Non, non, non. Ça, si j'étais un des frères Bogdanov, je dirais certainement oui, mais non, là, je répondrais non. En fait, il faut savoir encore une fois quelle est la nature réelle des mathématiques. Si les mathématiques sont la réalité, elles expliquent notre existence, mais elles ne vont pas expliquer leur propre existence. Il y a un problème un petit peu de récursivité dans ce domaine-là. Si on sait, par exemple, que les mathématiques sont à l'origine de notre univers, qui est à l'origine des mathématiques et qui est à l'origine de celui qui est à l'origine des mathématiques, etc. Donc là, on est en présence, à mon avis, d'une infinité d'infinis qui s'emboîtent les uns au-dessus des autres et qui finalement, pour lesquels notre esprit trop limité ne trouvera jamais la réponse, si ce n'est peut-être dans la folie. Et je vous rappelle que Georges Cantor, qui est celui qui a vraiment mis en évidence et jeté un éclairage tout à fait pertinent sur l'infini, a eu une fin un petit peu tragique parce que certainement ces problèmes le hantaient. Voilà. Alors, y a-t-il d'autres questions? Enfin, je suis très, très heureux de voir ces questions qui sont extrêmement pertinentes et qui sont vraiment des questions qui sont fondamentales et à la fois dans le domaine scientifique et dans le domaine philosophique. Donc, n'hésitez pas à les poser, à vous les poser, à poser à vos professeurs. Ce sont de vrais sujets d'interrogation et d'inquiétude en même temps. Bon, je ne sais pas si quelqu'un de l'organisation m'entend, mais s'il n'y a plus de questions, peut-être la session est-elle Oui, terminée. je vous entends, c'est bon. Bon, Oui, en effet, il n'y a plus beaucoup de questions. Merci beaucoup à vous et merci ok, ben à tous les merci, élèves d'avoir participé. merci à votre de votre attention. Donc, et Oui, j'espère à la très semaine intéressant. prochaine. Merci, au revoir. Au revoir.
Installez-vous. Bon, j'ai vu un peu d'eau, mais je n'ai pas attaqué. Toujours pas. Vraiment, je pense que personne ne va jamais. Ne vous gênez pas, je peux plus faire juste mon texte. Oui, allez-y. Vous pouvez commencer. Bon, je vous écoute donc. Oui, C'est la continuité d'un événement qui s'appelle Titanis évidemment. oui, que je ne connais pas. D'accord. Donc en fait, c'était juste c'était faire un stage de troisième pour des jeunes filles de modestes. Oui. Donc, elle écoutait le milieu de la science. Et on aurait bien aimé participer pour une petite activité de mathématiques. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème parce que moi, je me suis donné moi-même cette mission de faire du prosélytisme sur les mathématiques. Donc, quand on me demande d'intervenir aussi bien à l'école ici qu'à l'extérieur, moi je me demande ici. Même je suis allé avec plusieurs philologistes.